C'est reparti pour les grands entretiens des élections régionales en Bretagne. Me voilà à Rennes en bonne compagnie avec Claire Desmarres-Poirier. Bonjour Claire. Bonjour, merci beaucoup. Merci de nous accorder, de m'accorder cet entretien. Vous êtes tête de liste écologiste et fédéraliste pour les élections régionales des 20 et 27 juin. Je rappelle la date parce qu'il faut aller voter, C'est hein, important, oui. c'est très important. Vous êtes à la tête d'une liste de rassemblement qui s'appelle Bretagne d'avenir. Voilà, une liste fédéraliste et écologiste qui rassemble 8 organisations politiques et des citoyennes et des citoyens qui ont fait le choix de nous accompagner dans cette belle aventure. Bon, et parlons de vous pour vous commencer, parce que vous êtes une néo-bretonne, c'est comme ça que vous vous présentez, une bretonne d'adoption et de cœur. Il y a 10 ans, vous êtes venu vous installer à Sixt-sur-Aft, je ne sais pas si je prononce bien, voilà, dans le pays de Redon, et vous y avez repris une ferme. Quel regard vous portez aujourd'hui sur la Bretagne? Un regard ému. Hier soir, on était à Pipriac chez Paulette avec mes collègues de chant et on a chanté en gallo et on était dans cette vie culturelle qui fait l'essence de ce territoire et qui fait une grande partie de mon attachement à cette terre que je travaille aussi, puisque mon métier est en lien direct avec la terre. Voilà, j'ai un regard extrêmement positif et engagé vis-à-vis de la Bretagne. Je suis très heureuse de vivre ici et très fière aussi. Bon, et la Bretagne va bien? La Bretagne, comme toutes les régions en France, est en difficulté aujourd'hui face à la crise sanitaire. Et on est aussi face à des problématiques importantes, notamment sur les questions agricoles, mais on est dans un territoire qui est plein de ressources, qui est plein d'énergie. Je le constate tous les jours, vraiment, sur cette campagne. Un terreau associatif incroyable, beaucoup de jeunes entrepreneurs, une capacité d'innovation, un bouillonnement culturel, une envie d'avancer qui est assez spectaculaire et puis une attractivité qui est très forte. Donc à ce titre-là, je trouve que la Bretagne va bien, elle fait preuve de résilience même face aux difficultés qu'elle rencontre. Alors vous faites une campagne originale, active, sur les réseaux sociaux en particulier, et notamment sur Instagram, où on vous suit au travers de stories, vous nous présentez votre équipe. On vous voit aussi souvent dans les manifs et les luttes sociales. Manifester, c'est une chose, gérer une région, un exécutif, une administration, c'en est une autre. Oui, c'est-à-dire que effectivement, on est dans une temporalité, celle de la campagne, où on est à cheval entre un statut militant, qui est plutôt celui de l'engagement premier dans l'espace politique, et où on va prendre le chemin en étant candidat vers une posture nouvelle, qui est celle d'élu, qui nécessite d'autres arbitrages, un autre rapport aussi à l'action publique. Et je suis tout à fait à cheval entre cet espace dans le mouvement social, dans la réalité, dans le quotidien, dans ma manière de m'engager aussi quand je travaille dans ma ferme, quand je suis dans l'écologie pratique, et vers un chemin plus institutionnel qui j'espère, va s'ouvrir pour moi à partir du mois de juin. Alors la région, c'est une grosse collectivité. Vous savez combien d'agents travaillent à la région? 5000 à peu près, donc c'est être un gros employeur que d'être président de région, présidente de région, effectivement. Bon, et prête, quelles sont les qualités pour être une bonne présidente? Les qualités pour être une bonne présidente, je pense que c'est une proximité. Je pense que c'est très important, la proximité. La région, c'est une institution qui est vécue comme lointaine vis-à-vis des citoyens, et je pense qu'on a vraiment à gagner en étant en proximité avec les personnes concernées par les politiques publiques qu'on mène. Je pense qu'il y a du pragmatisme, je pense qu'il y a de la concertation. C'est un engagement très important. C'est notre culture politique, c'est notre manière de faire de la politique, et je pense que moi j'ai vraiment la culture de la négociation plus que celle du rapport de force. C'est comme ça que j'ai été formée aussi par les Verts, dans un parti qui est fondamentalement européen et qui a cette culture vraiment de la co-construction. Et puis je pense aussi la question d'une forme de sincérité dans l'engagement politique qui me paraît manquer aujourd'hui. Et je pense que je fais partie d'une génération, en tout cas la génération climat, qui a envie de se saisir des choses pleinement, avec l'intime conviction qui nous anime dans l'espace militant, mais aussi avec la volonté de changer les choses de manière concrète dans les institutions. Et je pense que c'est ça, c'est cet équilibre entre la sincérité, la crédibilité, la compétence aussi, puisque c'est un chemin. Enfin, voilà, j'ai fait Sciences Po, je connais la boutique, j'ai bossé en région aussi, qui fait un bon équilibre. Alors, le nom de votre liste, Bretagne d'avenir, c'est déjà tout un programme. Pourquoi votre projet répond à la situation d'aujourd'hui? Ça répond à la fois
aux enjeux qui sont face à nous, à l'urgence climatique, à la nécessité d'agir maintenant. On est vraiment la première génération à être confrontée directement au changement climatique et on est la dernière à pouvoir faire quelque chose. Et je pense qu'on est très très nombreux aujourd'hui à se dire qu'on n'a plus 10 ans à perdre, qu'il faut agir et qu'on n'a plus envie même quand parfois dans nos vies personnelles, c'est mon cas, on monte des projets, on trouve des chemins de sens, mais dans l'action publique à côté, il manque quelque chose. Et aujourd'hui, on se dit, bah voilà, c'est à nous de prendre les rênes, c'est à nous de faire les arbitrages et c'est à nous d'avancer, de se saisir réellement de ces outils qui sont à notre disposition. Vous voulez renouveler la pratique démocratique. L'une de vos mesures, c'est de proposer, de mettre en place une convention climat citoyenne, je crois. Donc, citoyenne climat, c'est dans le désordre. Citoyenne pour le climat à l'échelle de la Bretagne, parce que agir pour le climat, c'est agir de manière transversale. Ça nécessite de décider de beaucoup de choses. Et je pense qu'il faut le faire absolument avec les citoyennes et les citoyens. Et c'est pas seulement de dire, ben voilà, vous allez voter pour des écologistes aux élections, et puis laissez-nous les clés, on va s'en occuper. C'est, vous allez voter pour les écologistes aux élections, et ensuite, on va construire ensemble une autre manière de faire. Et ça, c'est un changement fondamental, pas seulement de politique publique, mais de rapport à la politique. Mais ça existe déjà, non? La majorité sortante avait lancé la Braille-Scope. Mais la Braille-Scope, c'est pas une concertation citoyenne. Ah bon? Non, bah non. Et d'ailleurs, le résultat qui sort de ça, et toutes les assos le déplorent, c'est qu'on est bien en dessous du cadre qui va être fixé par l'Union européenne. Donc, quand on fait un espace régional, c'est pas pour être en dessous de ce qui va nous être du cadre qui va nous être imposé. C'est pour être plus ambitieux, pour être plus adapté au territoire, pour être plus ancré dans les réalités. Et c'est aussi en prenant directement le lien avec toutes les parties prenantes. Pas seulement avec des représentants d'organisations. La différence entre la Convention citoyenne et n'importe quel forum qui peut être organisé aujourd'hui à l'ancienne, c'est la question du tirage au sort, c'est aussi d'autres méthodes, d'autres manières de faire et la confiance qui est faite à ces acteurs pour prendre les bonnes décisions. Donc c'est pas le même rapport aussi entre l'institution et ces espaces de discussion. Compris. La Bretagne réunifiée qui comprend la Loire-Atlantique, c'est un peu un serpent de mer des élections, mais entre deux élections, finalement, il ne se passe pas grand-chose. Vous, comment vous comptez y arriver? Comment vous comptez vous y prendre sur ce sujet-là? Alors, ça, c'est-à-dire que la Bretagne a 5 départements, ouais. C'est un peu comme la proportionnelle. C'est-à-dire que tout le monde est d'accord jusqu'à ce qu'il soit vraiment l'heure de le faire. Et en fait, c'est assez comparable à l'écologie en général. C'est-à-dire que tout le monde est d'accord, mais quand il faut le faire, il n'y a que les écologistes qui le font. D'accord, et vous, alors c'est quoi votre méthode? Nous, ce qu'on veut, c'est très rapidement pouvoir mettre en place le référendum à l'échelle de la Loire-Atlantique, de manière à passer par cette étape nécessaire à notre sens, de consulter les personnes concernées. C'est le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. On est dans les fondamentaux de notre démocratie. Et puis d'agir et de négocier avec le président de la République le rattachement de la Loire-Atlantique à la Bretagne actuelle, administrative actuelle, avec cette idée qu'il y a vraiment eu un raté au moment de la réorganisation des régions, ouais. Et qu'il faut absolument ramener la Loire-Atlantique dans la Bretagne en fait, parce qu'elle y prend place pleinement et rattraper et de se remettre dans le sens de l'histoire. Alors, un mot sur la langue bretonne et le gallo. Vous étiez à Quimper il y a quelques semaines pour manifester, pour soutenir ces langues. Sur ce dossier, quelle sera votre différence en un mot? Il faut doubler le budget, il faut agir vraiment. Aujourd'hui, on est très insuffisant par rapport aux besoins. Et surtout, ce que je trouve extrêmement regrettable, c'est qu'on a beaucoup de gens qui voudraient scolariser leurs enfants en breton et qui ne peuvent pas le faire. Il faudrait déjà que tous ceux qui peuvent et tous ceux qui veulent puissent le faire. C'est la première étape. Non seulement ancrer leurs enfants dans un parcours scolaire dès la maternelle et l'école primaire en breton, mais aussi pouvoir faire des parcours scolaires complets jusqu'à l'université. Et oui, ça veut dire recruter, ça veut dire imaginer des outils de transport qui s'adaptent à ces besoins-là, d'internat pour le lycée. Il y a un gros chantier à faire et il faut mettre les moyens vraiment. C'est pas du saupoudrage qu'il nous faut si on veut que cette langue vive. D'accord, donc vous doublez le budget. C'est aussi avoir un rapport de force avec l'État, parce que finalement, c'est l'État qui décide beaucoup de choses. Évidemment, et on voit qu'il y a un virage culturel qui a été amorcé avec la loi Molac et il faut absolument avancer là-dessus. Et il faut que la région se positionne. Oui, c'est le ministre de l'Éducation nationale qui décide d'un certain nombre de choses, mais c'est aussi à la région de défendre sa langue et d'aller en négociation et d'aller chercher les arbitrages pour ça. Alors, un dossier dans lequel la région intervient, mais aussi l'État, c'est les algues vertes. Et sur ce dossier, il y a beaucoup de choses à dire. Il y a beaucoup de choses à dire.
la première chose, je pense que c'est la transparence. Aujourd'hui, on a un gros sujet là-dessus. Pendant longtemps, on a joué la politique de l'autruche. On ramasse pas ou on comptabilise pas. Ou voilà. Aujourd'hui, le rapport de la Cour des comptes qui a fuité grâce au travail des journalistes bretons est accablant. Je trouve que le fait que ce rapport était voué à ne pas sortir avant les élections était déjà un scandale. Parce que on a besoin de pouvoir voter en fonction de l'accès à l'information. La transparence et l'accès à l'information pour les citoyennes et pour les citoyens, c'est vraiment indispensable, quoi. Donc, on a besoin d'avoir de la transparence et on a besoin d'utiliser les outils et les moyens, que ce soit ceux de l'État ou ceux de la région, de la bonne manière. Là, aujourd'hui, le rapport, il est accablant là-dessus. C'est-à-dire que clairement, les outils de départ, ils ont été dévoyés et qu'il y a des millions d'euros d'argent public qui sont partis à bien autre chose, voire à l'inverse de ce à quoi ils étaient destinés, quoi. Alors, l'une des questions sous-jacentes, c'est aussi le modèle agricole breton, l'agriculture. On parle souvent de vous en disant que voilà, vous êtes en opposition avec les agriculteurs. Est-ce que vous pouvez clarifier votre position là, sur ce sujet? Moi, je ne suis pas en opposition avec les agriculteurs. C'est ce que disent vos adversaires. Mon quotidien. Et quand je dis que le monde agricole dans lequel j'évolue n'est pas un monde à l'image du projet que je porte. Mes voisins avec qui il y a beaucoup d'entraide paysanne, ils ont 300 hectares, un méthaniseur, ils sont sur un modèle totalement différent du nôtre, mais ça ne nous empêche pas de construire ensemble, d'avancer, de s'entraider. Je pense que la solution, elle passe par l'écoute mutuelle, elle passe par l'entraide, par le rétablissement réel d'un dialogue. Aujourd'hui, il est confortable pour beaucoup de gens de m'imposer une posture qui n'est pas du tout la mienne. Je pense qu'au contraire, on a besoin de dialogue, on a besoin de co-construire avec les acteurs de la filière un avenir qui nous permette à toutes et tous de vivre dignement de notre travail. C'est pas un travail comme les autres, c'est un métier passion, c'est un métier où il y a énormément d'affect. Et Édouard Bergeon, qui est du coup le réalisateur Au nom de la terre, mais aussi... vous avez fait un live avec lui il y a 2 jours, je crois. Il y a 2 jours, on échange beaucoup sur ces questions-là. Il me challenge un peu et j'aime beaucoup ça. Sur ces questions-là, je pense que c'est essentiel. On sait qu'on est face à une situation de crise, on ne peut pas rester dans des postures. Concrètement, l'agriculture intensive telle qu'elle a existé, qui est un des piliers du modèle breton, c'est fini avec vous ou... Mais c'est pas avec moi. La réalité, c'est qu'aujourd'hui, on a des pertes d'emplois, les fermes fusionnent, on a des agriculteurs qui se suicident. On est dans une situation qui est tragique. Et oui, il y a eu beaucoup de création d'emplois dans le modèle agricole breton productiviste dans les années 70, 80 et même 90. Aujourd'hui, c'est des plans sociaux qui se voient et d'autres cachés. Quand des fermes fusionnent, on ne se rend pas compte qu'on perd des centaines d'emplois chaque année à cause de ça. Donc en fait, la crise est réelle et nous, aujourd'hui, on cherche des solutions. On ne cherche pas des coupables. On cherche des solutions et on a envie de les co-construire avec les personnes qui sont concernées. Moi, je veux plus qu'il y ait des agriculteurs et des agricultrices en Bretagne qui perdent leur ferme. Je veux plus de ça. Je veux proposer un modèle durable qui amène de l'espoir, qui amène un juste revenu. C'est du commerce équitable. Dans notre métier, on peut vendre à perte. Ça peut être le client qui fait la facture. C'est plus possible. Il faut sortir de ces logiques-là, aller vers le qualitatif. La qualité de vie aussi pour nous en tant qu'agriculteurs, parce que voilà, on a des contraintes de vie qui sont très 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 importantes. Et puis porter un message qui soit durable, se dire aussi que c'est des fermes qui vont être transmissibles, qu'on pourra être fier à la fin de sa carrière de donner les clés à un repreneur qui aura envie et qui aura confiance dans l'avenir. Ça, c'est une ferme sur 2 à céder dans les 10 ans à venir, c'est un enjeu énorme. Le développement économique, c'est une compétence importante de la région Bretagne. Sur ce volet économique, justement, est-ce que la vision de votre liste est compatible avec celle de Loïc Chéné-Girard? Je le pense, tout à fait. Je pense que de toute façon, aujourd'hui, l'agriculture bretonne, comme l'économie bretonne, sont dans un schéma de transition qui n'est pas assez rapide à mon goût. On mettrait pas. Ce qui est clair, c'est qu'avec Loïc Chéné-Girard, on ne met pas le curseur au même endroit. C'est ce que j'allais dire, oui. Mais c'est aussi le rôle de ces élections à la proportionnelle, c'est-à-dire qu'on n'a pas le même projet. Donc, on fait des listes séparées. Les Bretonnes et les Bretons décideront à qui ils font confiance et quel est le projet qui va mener la région. Mais je suis intimement convaincue qu'on peut travailler ensemble. Et de toute façon, on a besoin en Bretagne de nos usines, on a besoin de notre tissu industriel pour faire la transition. Ces savoir-faire sont précieux. Donc aujourd'hui, il faut former, accompagner la transition.
il faut donner les moyens aussi à des entreprises qui aujourd'hui évoluent à bas bruit alors qu'elles sont révolutionnaires. Franchement, je pèse mes mots, il y a des innovations incroyables et je les rencontre tous les jours. Et je trouve que ces entrepreneurs et ces entrepreneuses sont fantastiques. Et donc, on a à la fois la possibilité d'amener ces startups en fait, en haut. Et on a aussi tout un virage d'un modèle plus traditionnel qui aujourd'hui prend le chemin d'une transition et qui ne demande que ça, d'être accompagné sur l'éco-conception des produits, sur la manière de gérer leur énergie, sur la manière de gérer la ressource, la matière première, pour avancer vers l'économie circulaire. Et vraiment, on a un potentiel de développement énorme. On peut être une région exemplaire au niveau européen. On en a vraiment la ressource. C'est maintenant qu'il faut agir pour pouvoir le faire. Et sur les transports, vous avez une mesure phare? Sur les transports, alors c'est une compétence très large à la région et très importante. Gros budget, oui. Un très gros budget. Alors en termes d'infrastructure, je pense qu'on a un travail énorme à faire sur les trains du quotidien. Nous, le travail qu'on veut mener, c'est les transports du quotidien, notamment la réouverture de lignes nord-sud et la modernisation de lignes nord-sud. Donc la modernisation du Brest-Quimper par exemple et la réouverture du Saint-Brieuc, Pontivy-Auray. Il y a du boulot. Et oui, parce qu'on a besoin de circuler pas seulement en passant par Rennes. Pourtant, on est bien ici, hein, pas de problème, mais pour le quotidien, c'est indispensable. Et puis, la réouverture d'une ligne vers la Normandie aussi, c'est important, ce lien, cette connexion avec les territoires. Et après, des mobilités différentes, plus douces, plus durables, plus interconnectées, plus adaptées aux besoins d'aujourd'hui. On a pas mal de chemin à faire sur ces questions-là, hein. Mais je pense qu'on a un potentiel de développement qui est énorme, en lien aussi avec des territoires comme la métropole rennaise qui bougent très fort sur ces questions et travailler ensemble, main dans la main, entre collectivités pour faire bouger les lignes. À partir de quel pourcentage vous êtes contente pour le premier tour? C'est quoi votre objectif? Mon objectif, c'est d'arriver première de la gauche au premier tour. On n'est qu'à 3 points aujourd'hui dans les sondages de la gauche. Croyez? Donc bien sûr que j'y crois évidemment et je suis là pour ça. Non seulement j'y crois, mais j'y travaille. Alors un deuxième tour, après le premier tour, c'est un deuxième tour. Claire et Loïc, c'est l'alliance gagnante? Je pense que l'union de la gauche, c'est l'alliance gagnante pour la Bretagne, très clairement. C'est un chemin qu'il nous faut prendre pour garder la région à gauche. Ou Loïc et Claire d'ailleurs, je ne sais pas dans quel ordre. Ah ben ça, c'est les électeurs et les électrices qui le décident. Vous avez commencé à vous parler tous les deux? Non. En vue du deuxième tour, d'une alliance possible? Non, les discussions n'ont pas commencé. Malgré tout, le conseil régional, ça reste une collectivité avec un budget et des compétences limitées, hein, parce que finalement, un département, on n'est pas si loin que cela en budget. Il y a les métropoles aussi qui prennent de plus en plus d'importance et qui ont des gros budgets. C'est pas trop votre tasse de thé, les métropoles, si? Alors, ma tasse de thé, clarifions aussi. Ma tasse de thé, c'est l'équilibre des territoires. Mais la réalité, c'est que par exemple, sur la question des transports, ici à la métropole rennaise, donc oui, c'est vrai qu'en termes de budget, la métropole, on est à 1 milliard à peu près. Mais enfin, si on ajoute les strates du budget de la grande ville de Rennes, des communes autour, on n'est pas loin de 2 milliards. Donc, c'est quand même. Le budget par habitant est autrement plus élevé. Je ne sais pas si j'ai un chiffre, on est autour de 2000 € par habitant, alors que la région, c'est peut-être autour de 450. C'est pas tout à fait ça, mais le ratio en tout cas est d'à peu près 1 pour 5. Donc oui, c'est vraiment très important. Et ça dépend des budgets spécifiques. Mais après, quelles sont les compétences dont on parle? Mais c'est vrai que c'est pas proportionné. C'est réel en Bretagne, mais en France en général. On a des moyens qui ne sont pas suffisants pour la région, parce que c'est une échelle qui gère quand même un certain nombre de choses essentielles du quotidien, quoi. Le logement, le transport, l'économie, l'agriculture, c'est ce qu'il y a dans notre assiette, l'endroit où on dort, les lycées, c'est énorme. Et évidemment, 1,6 milliard pour ça, c'est pas tant que ça, hein. Donc oui, on a besoin de récupérer des moyens, il faut le négocier, il faut travailler à ça, parce que je pense que ça fait partie de ce que nous on demande. On est une liste qui défend l'autonomie, et l'autonomie, ça passe aussi par l'autonomie de la décision et des moyens, donc il faut qu'on avance là-dessus. Mais c'est aussi travailler la main dans la main avec les métropoles. Oui, l'égalité des territoires, elle est nécessaire. Moi, je suis évidemment contre la métropolisation à tout crin. Je défends le rééquilibrage et les ruralités. Donc voilà. Mais je travaille. D'ailleurs, vous avez écrit un livre sur le sujet pour ceux qui veulent creuser, pour savoir un peu plus. Qui s'appelle Manifeste pour une ruralité positive, l'exode urbain.
Et donc j'ai parlé de cette question. Et aujourd'hui, il se trouve que le vice-président de la métropole sur les questions de transport, c'est Mathieu Terrier, c'est un écologiste. Oui. Et je ne demande que ça, de travailler main dans la main avec lui à la région pour le développement d'autres formes de mobilité qui tiennent compte de la structure actuelle du réseau où la métropole rennaise prend une place très importante, mais qui permettent aussi d'autres formes de mobilité et de connexion avec les territoires bretons, y compris la Loire-Atlantique, c'est entendu. Nous sommes le 20 mai, finalement, dans un mois, jour pour jour, le premier tour. Encore un mois de campagne. C'est une campagne atypique. Vous ne pouvez pas tenir de meeting pour l'instant. Mais qu'est-ce que vous retenez de cette campagne? Il y a des choses étonnantes, des rencontres inspirantes. Quel est votre sentiment jusque-là? Moi, ce que je retiens aujourd'hui en tant que tête de liste, je suis amenée à me déplacer beaucoup. C'est vrai que c'est une campagne atypique, c'est vrai que c'est pas facile, mais contrairement à la campagne des municipales, nous on était préparés à l'idée, donc on a construit cette campagne agile, beaucoup plus avec des relations différentes. On est beaucoup moins dans des masses de gens, quoi. On est sur des rendez-vous où on va voir des acteurs et en fait, on a quelque chose de très qualitatif. Enfin, moi, je suis très touchée en fait par la façon dont ça se passe aujourd'hui, parce qu'on est attendu, parce que c'est vrai que les gens ont la sensation d'avoir pas été écoutés pendant tous ces mois où on subit, quoi. Le confinement, c'était vraiment cette sensation de subir sans cesse. Et quand on va vers eux, quand on les écoute, quand on échange, c'est incroyable ce qui sort de ces échanges-là. C'est très très fort. Ça responsabilise énormément aussi dans le processus dont on parlait tout à l'heure, de passer du statut de militant à celui de candidat, à celui de futur élu. Ça fait réfléchir à la posture de l'élu et du représentant dans une démocratie représentative où on a une distance qui est de plus en plus importante. Et je pense que c'est quelque chose d'essentiel en fait. Et pour moi, en tout cas, c'est un moment fort, c'est un moment précieux, c'est exigeant, ça demande voilà, beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, beaucoup de disponibilité aussi pour être pleinement en écoute. Mais c'est une expérience c'est une expérience très très forte. Et je trouve que le contexte dans lequel cette campagne se produit accentue énormément ça. Je vis aussi le sentiment que les gens partagent avec moi d'avoir besoin de vraiment d'être entendus dans leur réalité, d'être entendus dans leurs espoirs. Et ce message qui m'est renvoyé sans cesse de dire on a besoin de vous, on a besoin d'y croire en fait. Et c'est vrai qu'aujourd'hui l'écologie c'est incarner ce message d'espoir et c'est fabuleux en fait à vivre parce que pendant longtemps quand on était écolo et qu'on allait en campagne, on faisait de la pédagogie, il fallait expliquer. Aujourd'hui les gens ont compris, il y a un virage culturel très fort et il y a une attente énorme de se dire qu'aujourd'hui quand on vote écolo, en fait on vote pour, on vote pas contre et que ça change fondamentalement la donne en fait d'un rapport à la politique parce qu'aujourd'hui les partis, la plupart des partis proposent un vote contre. Et nous, on ne désigne pas des coupables, on cherche des solutions et on essaye de porter ce message d'espoir et ça résonne. Et ça, c'est quand même assez extraordinaire à vivre. Le message est passé, on arrive au bout de cet entretien. Merci de nous avoir mieux fait comprendre votre vision, votre projet et puis d'avoir partagé l'espoir pour cette Bretagne d'avenir. Merci beaucoup. Merci Claire Desmarres-Poirier et puis rendez-vous pour la suite de la campagne et puis peut-être autour de débats avec d'autres candidats. Merci à tous. Merci. Kenavo Avechal.